Je m'appelle Easter, et à 34 ans, je pensais avoir construit la vie parfaite avec mon mari, Mark. Pendant 7 ans, je me suis consacré à être la meilleure épouse et belle-mère possible pour son fils, Jake. J'ai décoré notre maison, assisté à tous les matchs de football et essayé de créer la famille que nous méritions tous. Puis, un soir, tout s'est effondré lorsque Mark a choisi de croire les cruels mensonges de son fils plutôt que la vérité qu'il connaissait au fond de son cœur. 3 semaines plus tard, lorsqu'il a appelé pour me demander si j'avais réfléchi à mes actions, il s'attendait à des excuses. Au lieu de cela, je lui ai remis les papiers du divorce. Avant de vous raconter comment je suis passé d'une épouse aimante à la signification d'un acte de divorce en seulement 3 semaines, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et cliquez sur le bouton s'abonner si vous avez déjà été victime de personnes croyant des mensonges à votre sujet. Mark et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence marketing à Chicago, il y a 6 ans. Je présentais un panel sur la stratégie digitale, et il était dans le public à poser les questions les plus pertinentes. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa confiance et dans la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait. Après ma présentation, il m'a approché avec une carte de visite et un compliment sur mon approche marketing qui s'est transformée en café, puis en dîner, et finalement en une romance tourbillonnante qui m'a emporté. Mark était divorcé et avait un fils préadolescent, Jake, qui avait 11 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Je savais que sortir avec un père célibataire impliquait d'accepter son enfant comme faisant partie du lot, et j'étais sincèrement enthousiaste à l'idée d'être une influence positive dans la vie de Jake. Au début de notre relation, Mark a fait attention à me présenter à Jake, voulant s'assurer que son fils était à l'aise avec l'idée que son père ait une nouvelle relation. Notre première rencontre a eu lieu dans une pizzeria décontractée que Jake adorait. Je me souviens avoir été tellement nerveuse que j'ai changé de tenue 3 fois avant de me décider pour un jean et un simple pull bleu qui, selon Mark, faisait ressortir la couleur de mes yeux. Jake était silencieux lors de cette première rencontre, répondant surtout à mes questions par des monosyllabes tout en jetant des coups d'œil à son père pour se rassurer. Après 6 mois de fréquentation, Mark m'a fait sa demande en mariage lors d'une escapade d'un week-end au lac Michigan. Nous nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie avec 100 invités, dont Jake, qui était le témoin. Dans son discours, il a même fait un commentaire poli sur le fait de m'accueillir dans la famille, ce qui m'a fait pleurer d'espoir pour notre avenir ensemble. Emménager dans la maison de Mark a été un ajustement pour nous tous. La maison était belle, mais avait besoin d'une touche féminine. Mark l'avait suffisamment bien entretenue après son divorce, mais elle manquait de chaleur et de personnalité. Avec sa permission enthousiaste, j'ai redécoré la plupart des pièces, créant des espaces qui ressemblaient à un chez-soi pour nous 3. J'ai fait attention à la chambre de Jake, cependant, en proposant de l'aider seulement s'il voulait des changements, respectant le fait que c'était son espace personnel. Ces premiers jours ont été remplis d'optimisme et d'efforts sincères. Je savais que la fusion des familles comporterait des défis, mais j'étais déterminé à ce que cela fonctionne. Jake entrait dans son adolescence, et je comprenais qu'il y aurait une résistance naturelle à une nouvelle figure d'autorité dans sa vie. J'ai fait des efforts constants pour créer des liens avec Jake sans essayer de remplacer sa mère, qui vivait dans un autre état et ne le voyait que pendant les vacances d'été et certains jours fériés. J'ai assisté à ses matchs de football, criant fort depuis les tribunes et apprenant les règles d'un sport que je n'avais jamais suivi auparavant. J'ai cuisiné ses plats préférés, prenant note de ses préférences et de ses goûts alimentaires. Quand il avait du mal avec l'algèbre, je passais des soirées à la table de la cuisine à l'aider à résoudre des problèmes, en m'appuyant sur mes propres forces académiques. Il y a eu des moments où j'ai pensé que nous étions en train de percer, des soirées cinéma occasionnelles en famille où Jake regardait réellement le film en entier sans être collé à son téléphone, un samedi après-midi surprenant où il m'a demandé de l'aider pour un projet scolaire sur le marketing. Reconnaissant mon expertise professionnelle, le matin de Noël où il a semblé sincèrement heureux de l'ordinateur portable de jeu que j'avais longuement étudié pour m'assurer qu'il correspondait exactement à ce qu'il voulait. Mark a remarqué et apprécié mes efforts. Il me prenait souvent dans ses bras après que Jake soit allé se coucher, me remerciant d'être si patiente et aimante avec son fils. Ces moments de reconnaissance représentaient tout pour moi, une validation du fait que mes efforts étaient vus et valorisés. Mon amie Sophia, du travail, est devenue ma confidente pendant cette période d'adaptation. En tant que belle-mère elle-même, elle comprenait l'équilibre délicat de la construction d'une relation avec un enfant qui pouvait vous considérer comme une intruse. Pendant les pauses déjeuner, elle me donnait des conseils et parfois des avertissements sur la manipulation des adolescents que je rejetais souvent, croyant que Jake et moi étions en train de construire lentement quelque chose d'authentique. Notre maison est devenue un endroit dont j'étais fier.
J'ai transformé le salon avec des canapés confortables et un éclairage chaleureux qui invitait à la conversation et à la convivialité. La cuisine est devenue mon domaine, rempli d'ustensiles de cuisine et de l'arôme constant des plats faits maison. Le jardin, autrefois une simple pelouse, comprenait désormais une belle terrasse où nous organisions des barbecues d'été pour les amis et la famille. Les parents de Marc, Barbara et Richard, m'ont d'abord accueilli à bras ouverts. Barbara commentait souvent à quel point il était agréable de voir son fils heureux à nouveau, et Richard appréciait la façon dont j'avais créé un environnement familial stable pour son petit-fils. Les réunions de famille étaient agréables, même si elles étaient parfois un peu formelles, et j'avais l'impression de gagner lentement ma place dans la structure familiale élargie. Au fil du temps, j'ai commencé à rêver d'agrandir notre famille. Marc et moi avions discuté d'avoir nos propres enfants, acceptant d'attendre que Jake soit un peu plus âgé et que notre dynamique familiale soit plus établie. J'imaginais un petit frère ou une petite sœur pour Jake, espérant qu'un nouveau membre de la fratrie pourrait aider à cimenter nos liens familiaux. Il y a eu des moments occasionnels qui m'ont fait réfléchir, des instants fugaces où Jake me lançait un regard froid quand son père ne regardait pas ou faisait un commentaire désobligeant sur quelque chose que j'avais fait ou dit. Mais j'ai écarté ces réactions comme de simples sautes d'humeur adolescente, rien d'assez inquiétant pour être abordé directement. Je me suis convaincu que ce n'était que des bosses sur la route de la construction de notre famille, croyant qu'avec suffisamment d'amour et de patience, Jake finirait par m'accepter pleinement. Je me suis lancé dans le rôle de l'épouse et de la belle-mère parfaite avec un dévouement total, certaine que mes soins sincères finiraient par vaincre toute résistance persistante. Avec le recul, je réalise que j'étais tellement concentré sur la création de la famille parfaite que j'ai manqué les signaux d'alarme qui commençaient à apparaître, des indicateurs subtils que, sous la surface, des problèmes couvés qui finiraient par exploser en une trahison qui a tout changé. Le changement dans le comportement de Jake a été si graduel qu'au début, je l'ai à peine remarqué. Alors qu'il entrait dans sa première année de lycée, à 17 ans, j'ai attribué son éloignement croissant au développement normal de l'adolescence. Mais le schéma est devenu impossible à ignorer. Les dîners en famille, autrefois un élément non négociable de notre routine, ont été ponctués par la chaise vide de Jake et des excuses par SMS concernant des séances d'études ou des activités parascolaires qui se prolongeaient. Un soir, après que Jake ait manqué 3 dîners d'affilée, j'ai préparé ses lasagnes préférées spécialement pour l'attirer à la maison. Lorsqu'il a envoyé un SMS disant qu'il restait chez un ami pour travailler sur un projet, j'ai ressenti une nette piqûre de rejet. Marc a simplement haussé les épaules, en disant « C'est le lycée, tu sais. » Les projets semblent toujours se dérouler chez les autres. J'ai commencé à remarquer d'autres comportements inquiétants. En passant devant la chambre de Jake, je l'ai entendu au téléphone avec des amis, sa voix baissant à un murmure lorsqu'il s'est rendu compte que j'étais à proximité. Une fois, je l'ai clairement entendu dire « Elle se mêle toujours de mes affaires », suivi d'un roulement des yeux quand il m'a vu dans le couloir. Puis, de petits objets ont commencé à disparaître dans la maison. Mon bracelet en argent que je laissais habituellement sur ma commode a disparu sans explication. 40 $ ont disparu de mon portefeuille alors que j'aurais juré que je venais de retirer 60 $ au distributeur automatique. Lorsque j'ai mentionné ces incidents à Marc, il a suggéré que j'étais étourdi ou que j'avais égaré les objets. Un après-midi, j'ai décidé de parler à Marc de mes préoccupations concernant le comportement de plus en plus distant de Jake. Nous prenions un café sur la terrasse, un rare moment de solitude un samedi. Je suis inquiète pour Jake, ai-je dit prudemment en remuant mon café. As-tu remarqué qu'il n'est plus jamais là, et quand il est à la maison, il me parle à peine? Marc a soupiré, se penchant en arrière sur sa chaise. Easter, il a 17 ans. Les adolescents ont besoin d'espace. Ils ne veulent pas traîner avec leurs parents. J'ai l'impression que c'est plus que ça, ai-je insisté. C'est comme s'il m'évitait délibérément, spécifiquement. Pas toi, juste moi. Tu y penses trop, a répondu Marc en agitant la main. Il se comporte juste comme un adolescent. J'étais pareil à son âge. J'ai laissé tomber le sujet, mais le malaise a persisté, un bourdonnement constant à l'arrière-plan de notre vie quotidienne. Les notes de Jake ont également commencé à baisser à cette époque. Lorsqu'une notification est arrivée du portail de l'école concernant son échec en chimie, j'ai essayé de l'approcher en lui offrant de l'aide. Je l'ai trouvé dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo, un casque sur les oreilles, complètement absorbé par son monde virtuel. Jake, ai-je dit après avoir frappé et reçu une reconnaissance réticente pour entrer. J'ai vu ta note en chimie. J'étais plutôt bonne en sciences à l'école. Aimerais-tu que je t'aide à étudier pour le prochain test?
Il a retiré son casque d'un coup, son expression immédiatement hostile. Tu as vraiment vérifié mes notes dans mon dos? Je ne les ai pas vérifiées dans ton dos, ai-je expliqué calmement. Ton père et moi recevons les notifications de l'école automatiquement. Je pensais que je pourrais t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, a-t-il rétorqué, sa voix s'élevant. Et je n'ai certainement pas besoin que tu m'espionnes et que tu fasses ton rapport à mon père. Jake, ce n'est pas ce que je fais. Je me soucie de ta réussite. Tu n'es pas ma mère, a-t-il interrompu, le visage rouge de colère. Arrête d'essayer d'agir comme si tu l'étais. La crise m'a laissé stupéfaite et blessée. Je me suis retiré de sa chambre, retenant mes larmes, me demandant d'où venait ce niveau d'hostilité. Quand j'ai raconté l'interaction à Mark, il l'a encore minimisé. Il est sous beaucoup de pression avec les demandes d'admission à l'université qui approchent, a expliqué Mark. Il ne le pensait pas personnellement. Mais j'avais l'impression que c'était intensément personnel, un rejet délibéré de mon rôle dans sa vie après des années d'efforts pour construire une relation. La situation s'est aggravée lorsque j'ai accidentellement découvert des textos inappropriés sur le téléphone de Jake. Il l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine en allant prendre une douche, et il n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. N'ayant pas l'intention d'espionner, mais inquiète des alertes constantes, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu des messages de quelqu'un nommé Tyler discutant d'une fête où il prévoit d'apporter de l'alcool et de la marijuana. Cette découverte m'a laissé dans une situation difficile. Je savais que Mark devait être au courant du comportement potentiellement dangereux de son fils, mais je savais aussi qu'une mauvaise approche pouvait endommager davantage ma relation déjà fragile avec Jake. Après mûre réflexion, j'ai décidé de parler à Mark de la mise en place d'une structure et d'une discipline plus importante dans la vie de Jake sans mentionner spécifiquement les textos. Je ne voulais pas trahir complètement la vie privée de Jake, espérant que des limites générales pourraient aborder les comportements spécifiques préoccupants. Cette conversation ne s'est pas déroulée comme prévu. Mark s'est immédiatement mis sur la défensive lorsque j'ai suggéré que Jake pourrait bénéficier de plus de structure. « Tu es en train de dire que je n'élève pas correctement mon fils ?» a-t-il demandé, son ton vif. « Pas du tout », ai-je rétropédalé, surprise par sa réaction. Je pense juste que les adolescents ont parfois besoin de limites claires, surtout lorsqu'ils font des choix qui pourraient affecter leur avenir. « À quel choix fais-tu allusion exactement ?» a insisté Mark. « Juste des trucs d'adolescents en général », ai-je dit vaguement, ne voulant pas révéler ce que j'avais vu sur le téléphone sans être certaine de la façon dont Mark le gérerait. J'élève Jake depuis 17 ans, a dit froidement Mark. Je pense que je sais ce dont il a besoin mieux que quelqu'un qui est dans sa vie depuis une fraction de ce temps. La conversation s'est terminée avec une tension persistante dans l'air, et alors que je me tournais pour quitter la pièce, j'ai aperçu Jake debout dans le couloir, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres avant qu'il ne réarrange rapidement ses traits en une expression neutre. C'était bref mais indubitable, et un frisson m'a parcouru l'échine en réalisant qu'il avait écouté et qu'il était satisfait de la discorde dont il avait été témoin. À peu près à cette époque, Jake a commencé à sortir avec une fille nommée Brittany, qui a semblé instantanément me détester malgré nos interactions minimes. Quand elle venait dîner, elle parlait chaleureusement à Mark tout en me donnant des réponses sèches et polies. Je l'ai entendu une fois dire à Jake, « Je ne sais pas comment tu fais pour la supporter tout le temps », quand elle pensait que j'étais hors de portée. Mon malaise dans ma propre maison a augmenté régulièrement. J'ai commencé à me sentir comme une intruse plutôt que comme un membre de la famille, marchant sur des œufs pour éviter de déclencher l'hostilité de Jake ou de provoquer une autre dispute avec Mark. La maison que j'avais si amoureusement décorée ne me semblait plus être mon sanctuaire, mais un champ de bataille où j'étais de plus en plus en infériorité numérique. Pourtant, malgré la tension croissante, j'ai continué à croire qu'il ne s'agissait que d'une phase difficile que nous finirions par surmonter. J'avais investi trop de mon cœur et de mon temps dans cette famille pour abandonner au premier véritable défi. J'ai donc persisté, m'accrochant à l'espoir qu'avec suffisamment de patience et d'amour, les choses s'amélioreraient. Je n'avais aucune idée que le pire était à venir et que ma place dans cette famille était bien plus précaire que je ne l'avais jamais imaginé. Mon 34e anniversaire aurait dû être une célébration entourée de ma famille. J'avais réservé une table dans un restaurant italien haut de gamme des semaines à l'avance, excité à l'idée de passer du temps de qualité avec Mark et Jake. Le matin de mon anniversaire, je suis descendu et j'ai trouvé Mark en train de préparer mon petit déjeuner préféré, du pain perdu avec des fruits frais, et un magnifique bouquet de lys sur la table. « Joyeux anniversaire, ma belle », a-t-il dit en m'embrassant tendrement. J'ai réservé pour ce soir à 19h. « Où est Jake ?» ai-je demandé, remarquant son absence. L'expression de Mark a légèrement changé.
Il a envoyé un SMS disant qu'il avait oublié un groupe d'études pour un gros test demain. Il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là pour le petit déjeuner. J'ai ravalé ma déception. Mais il sera au dîner, n'est-ce pas? J'ai fait ses réservations il y a 3 semaines. Marc a hésité, plaçant l'assiette de pain perdu devant moi. En fait, c'est quelque chose dont nous devons parler. Jake a mentionné hier soir que son ami Tyler recevait des gens chez lui pour travailler sur leur projet de fin d'études. C'est une grande partie de leurs notes. Et le jour de mon anniversaire? Ai-je interrompu, incapable de cacher ma blessure. Il était au courant de ce dîner. Nous en avons parlé le week-end dernier. Je sais, et il se sent affreusement mal, a dit Marc, bien que je doutais que Jake ressente quoi que ce soit de tel, mais ce projet est vraiment important pour ses demandes d'admission à l'université. Alors tu le laisses sécher mon dîner d'anniversaire pour un projet qu'il vient soi-disant de découvrir? Ai-je demandé, mon appétit s'évanouissant. Easter, essaie de comprendre. La dernière année est cruciale pour son avenir. Je ne peux pas l'obliger à manquer quelque chose qui affecte ses notes. À ce moment-là, je me suis senti invisible, ma journée spéciale facilement mise de côté pour ce qui était très probablement un autre mensonge de Jake. Mais j'ai ravalé ma blessure, hochant la tête silencieusement alors que Marc s'excusait à nouveau et promettait de se rattraper. Ce soir-là, au restaurant, la chaise vide en face de nous semblait se moquer de ma conviction naïve que nous étions vraiment une famille. Marc a essayé de compenser en étant extra attentionné, mais le message était clair, lorsqu'il était forcé de choisir, Jake passait en premier et j'étais loin derrière. Sur le chemin du retour, j'ai finalement exprimé mes sentiments. Marc, je me sens comme une étrangère dans ma propre famille. Aujourd'hui, cela est devenu douloureusement clair. Ce n'est pas juste, a-t-il répondu. C'était juste un mauvais timing avec son projet. Ce n'est pas juste aujourd'hui, ai-je dit, ma voix tremblant. C'est un schéma. Jake m'exclut constamment, et tu le permets constamment. Nous nous sommes disputés pendant des heures ce soir-là, tournant en rond alors que Marc défendait son fils, tandis que j'essayais de lui faire voir le schéma blessant qui s'était développé. Nous nous sommes finalement réconciliés avec des excuses épuisées, mais quelque chose de fondamental avait changé. L'argument a exposé une ligne de faille dans notre mariage qui ne ferait que s'élargir dans les semaines à venir. Après mon anniversaire, Jake est devenu plus audacieux dans son manque de respect. J'ai commencé à remarquer que Marc me regardait différemment, parfois avec des questions dans ses yeux là où il n'y avait autrefois que de la confiance. Plus tard, j'ai découvert que Jake avait fait des commentaires à son père quand je n'étais pas là, des suggestions subtiles que j'étais différente quand Marc n'était pas à la maison. Elle se met vraiment en colère parfois, papa, je l'ai entendu dire un soir alors qu'il pensait que j'étais encore sorti faire des courses. Je ne veux pas causer de problème, mais... Il s'est arrêté de parler quand je suis entré dans la maison, échangeant un regard avec Marc qui a fait se serrer mon estomac d'anxiété. Les incidents se sont multipliés. Mon ordinateur portable, un modèle coûteux dont j'avais besoin pour les présentations au travail, a été retrouvé endommagé par l'eau un après-midi. Jake a affirmé qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, bien qu'il ait été parfaitement en ordre quand je l'ai laissé sur mon bureau ce matin-là. Seul Jake était à la maison pendant ce temps, apparemment malade de l'école. Après l'incident de l'ordinateur portable, Marc a commencé à me poser des questions plus fréquemment sur mes interactions avec Jake. Il dit que tu lui as crié dessus hier à propos de son linge, a-t-il dit un soir, son ton désinvolte, mais ses yeux attentifs. Cela ne s'est jamais produit, ai-je dit, choqué par le mensonge flagrant. J'étais en réunion toute la journée hier. Je l'ai à peine vu. Marc a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'il n'était pas entièrement convaincu. Il semblait plutôt bouleversé à ce sujet. Marc, je te dis que cela ne s'est absolument pas produit. Jake te ment. Son expression s'est durcie. C'est une accusation grave, Easter. Pourquoi mon fils mentirait-il à propos de quelque chose comme ça? Je n'avais pas de réponse qui ne donnerait pas l'impression que j'attaquais Jake, alors je me suis retiré de la conversation, un nœud de terreur se formant dans mon estomac. Notre maison est devenue un lieu de tension et d'accusations tacites. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise même en effectuant des tâches de routine comme faire la lessive ou le ménage, craignant que Jake ne déforme mes actions en quelque chose de malveillant à rapporter à son père. Les murs semblaient se refermer alors que mon espace se transformait en territoire hostile. Mon amie Sophia a remarqué le changement en moi pendant nos pauses déjeuner. Tu as l'air épuisé, a-t-elle dit un jour, son inquiétude évidente. Est-ce que tout va bien à la maison?
J'ai craqué, lui racontant tout, le comportement croissant de Jake, la suspicion croissante de Mark, mon isolement croissant au sein de ma propre famille. Sophia a écouté, son expression grave. Easter, cela ressemble à une aliénation délibérée, a-t-elle dit finalement. Jake est en train de retourner systématiquement ton mari contre toi, et Mark le permet. Tu as besoin d'une aide professionnelle, peut-être d'une thérapie familiale. Encouragé par le soutien de Sophia, j'ai suggéré prudemment une thérapie à Mark ce soir-là. Je pense que nous pourrions tous bénéficier de parler à quelqu'un. Il y a des problèmes de communication qui nous affectent tous. La réaction de Mark a été rapide et défensive. Nous n'avons pas besoin d'un étranger pour nous dire comment être une famille. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Mark, c'est plus qu'une mauvaise passe, ai-je insisté. J'ai l'impression d'être chassé de ma propre maison. Maintenant, tu es dramatique, a-t-il dit avec mépris. Jake traverse juste des trucs typiques d'adolescent, et tu le prends personnellement. Le refus du conseil conjugal me donnait l'impression qu'une autre porte se fermait, qu'un autre chemin potentiel vers une résolution était bloqué. La situation a pris une tournure encore plus sombre lorsque j'ai découvert que mes documents personnels avaient été fouillés dans notre bureau à domicile. Mon passeport avait été déplacé, et des relevés financiers étaient désordonnés. Lorsque j'ai vérifié mon compte bancaire personnel, j'ai découvert qu'il manquait $500 d'un dépôt récent. Seul Mark avait accès à ce compte en dehors de moi, car nous avions mis en place un accès d'urgence au compte personnel de chacun au début de notre mariage. Lorsque j'ai interrogé Mark au sujet de l'argent manquant, sa confusion m'a semblé sincère, mais il n'a offert aucune explication. Peut-être que tu l'as viré et que tu as oublié, a-t-il suggéré. Tu es très stressé ces derniers temps. Le gaslighting devenait une constante, me faisant douter de ma propre mémoire et de mes perceptions. Étais-je vraiment en train d'oublier des choses? Réagissais-je de manière excessive à un comportement adolescent normal? Les questions me tourmentaient, érodant ma confiance et mon sens de la réalité. À cette époque, j'ai remarqué que les parents de Mark, Barbara et Richard, étaient devenus sensiblement plus froids envers moi lors de leur visite. Barbara, qui m'avait autrefois chaleureusement incluse dans les discussions familiales, adressait maintenant la plupart de ses conversations à Mark et Jake, me traitant presque comme une simple connaissance plutôt que comme un membre de la famille. Après leur départ suite au dîner du dimanche, j'ai demandé à Mark s'il avait remarqué ce changement. Il a balayé la question d'un haussement d'épaule. Ils sont juste préoccupés par Jake. Il leur a dit que tu avais été particulièrement dur avec lui ces derniers temps. Quoi, me suis-je exclamé. C'est complètement faux. Qu'est-ce qu'il leur a dit exactement? Juste que tu le critiques constamment et que tu lui fais sentir qu'il n'est pas le bienvenu chez lui, a dit Mark comme s'il répétait quelque chose qu'il avait entendu plusieurs fois. Ce sont ses grands-parents, Easter. Ils sont naturellement protecteurs. La réalisation que Jake répandait des mensonges sur moi au-delà de notre foyer immédiat m'a frappé comme un coup physique. L'image soignée que j'avais construite avec la famille de Mark était systématiquement démantelée par un adolescent avec un agenda que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Mon isolement s'est accru à mesure que la campagne de Jake se poursuivait. Jake a dit à des amis qui venaient autrefois régulièrement chez nous que je préférais ne pas recevoir de visite. Les collègues de Mark, qui étaient devenus notre cercle social, ont été nourris de subtiles désinformations sur mon humeur et mon comportement. Petit à petit, mon système de soutien était grignoté, me laissant de plus en plus seul avec mon anxiété et ma peur croissante. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que tous ces incidents n'étaient que le prélude à un point de rupture catastrophique, une campagne soigneusement orchestrée menant à une explosion qui allait briser la vie que j'avais si soigneusement construite, et je marchais droit dans le piège, complètement impréparé à la trahison qui m'attendait au coin de la rue. Le voyage d'affaires à Seattle devait durer 3 jours, mais les réunions avec les clients se sont terminées plus tôt que prévu, ce qui m'a permis de prendre un vol de retour dans l'après-midi au lieu de passer la nuit comme prévu. Je n'avais pas informé Mark du changement de programme, pensant que ce serait une belle surprise de rentrer un jour plus tôt. Avec le recul, j'aurais aimé envoyer un texto à l'avance, le prévenir, peut-être que les choses se seraient déroulées différemment, mais je ne l'ai pas fait, et cette décision a changé le cours de ma vie. La maison semblait normale de l'extérieur lorsque mon taxi s'est arrêté à 18h. Mais en m'approchant de la porte d'entrée, j'ai pu entendre de la musique qui pulsait à l'intérieur, beaucoup plus fort que ce que Mark n'aurait généralement autorisé. Utilisant ma clé, je suis entré et j'ai trouvé notre salon transformé en une scène de fête tout droit sortie d'un film pour adolescents. Jake et au moins 10 autres adolescents étaient affalés sur nos meubles.
La table basse contenait plusieurs bouteilles d'alcool, dont certaines déjà à moitié vides, et l'odeur indubitable de marijuana flottait dans l'air. Des gobelets en plastique et des sacs de collation jonchaient le sol, et quelqu'un avait renversé quelque chose de sombre sur le tapis de couleur crème que j'avais acheté il y a à peine 2 mois. Pendant un moment, personne ne m'a remarqué debout dans l'entrée, stupéfaite par la scène qui se déroulait devant moi. Puis une fille m'a repéré et a donné un coup de coude à Jake, dont les yeux se sont écarquillés d'alarme en me voyant. La musique continuait à hurler pendant que Jake se levait péniblement, visiblement intoxiqué. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, ma voix perçant la musique. « Où est ton père ?» Jake a tâtonné avec son téléphone, baissant le volume de la musique à partir d'une application à distance. Il éteint un dîner de travail, a-t-il bafouillé légèrement. Il ne rentrera pas avant tard. J'ai de nouveau examiné la scène, notant les diverses substances et la consommation d'alcool manifestement illégale par des mineurs se déroulant dans ma maison. Prenant une profonde inspiration, j'ai parlé avec autant d'autorité calme que je pouvais rassembler. Toute personne qui ne vit pas ici doit partir immédiatement, ai-je dit fermement. La fête est finie. Il y a eu des gémissements de protestation, mais quand je me suis approché du système audio et que je l'ai complètement éteint, les adolescents ont commencé à ramasser leurs affaires. Jake regardait, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus sombre alors que ses amis sortaient. Une fois que le dernier adolescent était parti, je me suis tourné vers Jake. « À quoi pensais-tu ? Il y avait de l'alcool et des drogues dans notre maison avec des mineurs. Comprends-tu à quel point c'est grave ? » Ce n'est pas grave, a-t-il murmuré, se balançant légèrement sur ses pieds. Tout le monde le fait. C'est absolument grave, ai-je rétorqué, me mettant à ramasser les bouteilles d'alcool. C'est illégal, Jake. Toi et tes amis pourriez avoir de sérieux ennuis, sans parler des dommages causés à notre maison. Laisse tomber, a-t-il claqué, soudain hostile. Je vais nettoyer avant que papa ne rentre. Il n'a pas besoin de savoir ça. Je ne vais pas mentir à ton père, ai-je dit, continuant à rassembler les preuves de la fête. Il doit savoir ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que le comportement de Jake a complètement changé. L'adolescent taciturne a disparu, remplacé par quelqu'un de calculateur et de froid. Il a sorti son téléphone et s'est détourné, sa voix basse et urgente pendant qu'il passait un appel. « Papa » je l'ai entendu dire, sa voix soudainement larmoyante et effrayée. « Tu dois rentrer tout de suite. » Easter panique. Elle m'a frappé, papa. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis figé d'incrédulité, la bouteille dans ma main a presque glissé sur le sol. Jake, me suis-je exclamé. C'est un mensonge complet. Il m'a ignoré, continuant sa performance pour Marc. J'ai peur. S'il te plaît, rentre, a-t-il imploré avant de raccrocher. Pourquoi dirais-tu ça, ai-je exigé, mon cœur battant la chamade à la réalisation de ce qu'il venait de faire. Ton père va croire que je t'ai agressé. Cela ne s'est jamais produit. Les yeux de Jake ont rencontré les miens, et la froideur que j'y ai vue m'a glacé jusqu'aux os. Pour la première fois, j'ai entrevu la malice délibérée derrière ses actions des derniers mois. Ce n'était pas une rébellion adolescente ou des difficultés d'adaptation. C'était une destruction calculée. C'est ta parole contre la mienne, a-t-il dit en haussant les épaules. Et papa me croit toujours. J'ai essayé d'appeler Marc immédiatement, mais mes appels ont été directement transférés à la messagerie vocale. Des SMS sont restés non lus pendant que j'essayais frénétiquement d'expliquer ce qui s'était réellement passé avant son arrivée à la maison. Les 20 minutes qu'il a fallu à Marc pour rentrer chez lui ont été parmi les plus longues de ma vie, alors que je regardais Jake créer méthodiquement un récit qui allait me détruire. Il a ébouriffé ses cheveux, froissé ses vêtements et est allé à la salle de bain, revenant avec de l'eau éclaboussée sur son visage pour simuler des larmes. Plus inquiétant encore, il a pressé son bras à plusieurs reprises contre le bord du comptoir, créant une marque rouge qui allait probablement échymoses, fabriquant des preuves physiques pour sa fausse allégation. Lorsque Marc a fait irruption dans la porte, son visage était un masque de fureur et d'inquiétude. Il est allé directement à Jake, qui s'est lancé dans une performance digne d'un prix. Elle a juste craqué, papa, a sangloté Jake, montrant l'échymose qui se développait sur son bras. J'avais quelques amis à la maison, et elle a commencé à crier et à jeter des choses. Quand j'ai essayé de la calmer, elle m'a attrapé et m'a poussé contre le mur. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé, ai-je interrompu, ma voix tremblant d'incrédulité. Marc, il y avait une fête complète ici avec de l'alcool et des drogues.
J'ai renvoyé ses amis chez eux et j'étais en train de nettoyer quand il t'a appelé avec cet outrageux mensonge. Marc a regardé autour de lui les preuves restantes de la fête, puis a regardé de nouveau son fils. Est-ce vrai? Vous aviez de l'alcool ici? Pendant un moment, j'ai pensé que la raison pourrait l'emporter, mais Jake avait son histoire prête. C'était juste quelques bières que quelqu'un a apportées sans me le dire, a-t-il dit, sa voix convaincante et contrite. J'étais sur le point de leur demander de partir quand Easter est rentré plus tôt et a juste explosé. Elle m'a toujours détesté, papa. Elle attendait juste une excuse. Ce n'est pas vrai, ai-je dit désespérément. Marc, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais de mal à Jake. S'il te plaît, tu dois me croire. Marc nous a regardés tour à tour, son expression torturée. Puis ses yeux se sont posés sur la marque rougissante sur le bras de Jake, et j'ai vu sa décision se former avant qu'il ne la prononce. Fais tes bagages, Easter, a-t-il dit calmement, sa voix comme de la glace. Je veux que tu quittes cette maison ce soir. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Marc, s'il te plaît, ai-je imploré. Tout ça est un mensonge. Jake te manipule. J'ai vu l'échymose se former de mes propres yeux, a dit Marc, sa voix s'élevant. Mon fils a terriblement peur de toi en ce moment. Je veux que tu partes jusqu'à ce que nous ayons réglé ça. Où suis-je censé aller, ai-je demandé, les larmes perçant finalement mon choc. Appelle une amie, prends un hôtel. Ça m'est égal en ce moment, a-t-il dit froidement. J'ai juste besoin que tu sortes de cette maison et que tu t'éloignes de mon fils. Marc, c'est ma maison aussi, ai-je protesté faiblement. C'était ma maison avant que tu n'emménages, m'a-t-il rappelé durement. Et je n'ai jamais pensé que tu ferais du mal à mon fils. Je suppose que nous nous sommes tous les deux trompés sur certaines choses. J'ai regardé Jake debout légèrement derrière son père et j'ai attrapé l'éclair de triomphe dans ses yeux avant qu'il ne reprenne rapidement sa pose de victime. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais été complètement déjoué par un adolescent de 17 ans qui avait orchestré mon éviction de sa vie avec une précision effrayante. Sans choix et sans endroit où aller, je suis monté à l'étage pour faire mes bagages, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à fermer ma valise. À travers mes larmes, j'ai appelé Sophia, qui m'a immédiatement offert sa chambre d'amis sans hésitation. Redescendre avec mes bagages a été l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Marc se tenait les bras croisés, me regardant silencieusement pendant que je ramassais mon sac à main et mon chargeur de téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je n'aurais jamais pensé que tu choisirais de croire un mensonge aussi évident, ai-je dit calmement, rencontrant ses yeux une dernière fois. 7 ans ensemble, et il suffit de ça pour oublier qui je suis vraiment. Je sais ce que j'ai vu, a dit Marc fermement. L'échymose ne ment pas. Non, mais ton fils oui, ai-je répondu, ma voix se brisant. Et un jour tu réaliseras ça, mais il sera trop tard. Alors que je sortais par la porte, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir Jake debout dans le couloir, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres quand son père ne regardait pas. Cette expression a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa campagne délibérée pour me retirer de leur vie. En conduisant jusqu'à l'appartement de Sophia, j'ai appelé Marc à plusieurs reprises, mais mes appels ont continué à être transférés à la messagerie vocale. J'ai envoyé texto après texto expliquant ce qui s'était réellement passé, le suppliant de regarder les preuves autour de lui, de se demander pourquoi Jake l'appellerait au lieu de la police s'il avait vraiment été agressé, de se souvenir de qui j'étais et de nos années ensemble. Tout est resté sans réponse alors que la nuit s'étirait. Quand je suis arrivé chez Sophia, elle a jeté un coup d'œil à mon visage couvert de larmes et m'a serré dans ses bras. Quoi qu'il se soit passé, nous allons trouver une solution, a-t-elle promis alors que je m'effondrais en sanglots dans ses bras. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur le lit d'amis de Sophia à fixer le plafond, j'avais l'impression que tout mon monde avait été arraché en un instant. La maison que j'avais créée, l'homme que j'aimais, la vie que j'avais construite, tout avait disparu à cause des mensonges d'un adolescent et d'un mari qui avait choisi de croire le pire de moi sans une seconde d'hésitation. Le lendemain matin, lorsque les parents de Marc sont arrivés à la maison pour soutenir leur fils et leur petit-fils dans cette période difficile, la victoire de Jake était complète. Il m'avait expulsé avec succès de la famille et avait rallié tout le monde à ses côtés, tout en me dépeignant comme la méchante dans une histoire qu'il avait soigneusement élaborée pendant des mois. Ce que personne ne réalisait, c'est qu'en me repoussant, il m'avait libéré de la toile de manipulation dans laquelle j'étais piégé. Et dans les semaines à venir, cette liberté me donnerait la clarté et la force de riposter d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La première nuit dans l'appartement de Sophia, j'ai à peine dormi, oscillant entre larmes, colère et incrédulité. Au matin,
cependant, quelque chose avait changé en moi. Le choc initial laissait place à une détermination latente qui ne ferait que se renforcer dans les jours à venir. Tu as besoin d'un conseil juridique, a dit Sophia en buvant son café, me regardant vérifier mon téléphone pour voir si Marc m'avait envoyé des messages qui n'étaient toujours pas arrivés. C'est plus qu'un simple malentendu. Il t'a jeté hors de ta maison sur la base d'un mensonge. J'ai hoché la tête lentement, la réalité de ma situation se précisant. Tu as raison. Je dois me protéger. Cet après-midi-là, Sophia m'a mise en relation avec sa cousine, Patricia Williams, l'une des meilleures avocates spécialisées dans les divorces de la ville. J'avais d'abord hésité devant le mot divorce, espérant toujours que Marc reviendrait à la raison, mais l'évaluation franche de Patricia lors de notre première consultation a complètement changé ma perspective. D'après ce que vous m'avez dit, votre mari a montré où se trouvaient ses loyautés, a-t-elle dit, ses yeux perçants m'évaluant par-dessus son bureau poli. La question maintenant n'est pas de savoir si vous pouvez sauver ce mariage, mais comment vous pouvez vous protéger à l'avenir. Sous la direction de Patricia, j'ai commencé à tout documenter méticuleusement. J'ai créé une chronologie détaillée des comportements de Jake qui s'intensifiaient au cours des derniers mois, notant chaque incident où des objets disparaissaient, où des disputes éclataient et où Marc avait pris le parti de son fils sans enquête. Patricia m'a également conseillé de procéder à un examen approfondi de notre situation financière. Les hommes qui prennent des décisions aussi impulsivement prennent souvent des décisions financières tout aussi irréfléchies, a-t-elle averti. Elle avait raison. Lorsque j'ai accédé à nos services bancaires en ligne, j'ai découvert que Marc avait déjà transféré 15 000 $ de notre compte d'épargne commun vers son compte personnel le matin même où il m'avait chassé. La trahison a fait mal, mais elle a aussi renforcé ma détermination. Avec l'aide de Patricia, j'ai commencé à rassembler des preuves systématiquement. J'ai contacté nos voisins, les Johnson, qui avaient des caméras de sécurité qui capturaient partiellement notre cour avant et notre allée. Ils ont fourni des images montrant les amis de Jake quittant notre maison ce soir-là, clairement intoxiqués, mais ne montrant aucun signe du chaos que Jake avait décrit. Plus important encore, l'horodatage sur la vidéo prouvait que je n'avais pas été seul avec Jake assez longtemps pour provoquer la violente confrontation qu'il avait inventée. Patricia m'a également aidé à assurer ma position financière, en transférant mes dépôts directs vers un nouveau compte et en documentant tous les investissements et biens que j'avais apportés pendant notre mariage. J'avais payé les travaux de rénovation de la cuisine de notre maison l'année précédente en utilisant l'argent de l'héritage de ma grand-mère. J'avais des reçus pour chaque meuble. J'avais acheté chaque amélioration que j'avais apportée à la maison de Marc au cours de nos années ensemble. Grâce à la surveillance des médias sociaux, nous avons découvert quelque chose qui m'a retourné l'estomac mais qui a renforcé mon dossier. Jake avait publié dans un groupe privé un message qu'un de ses amis avait pris en capture d'écran et m'avait envoyé, « J'ai enfin fait sortir la belle-mère du tableau. Papa est tombé dans le panneau, tête, ligne et plomb. » La cruauté désinvolte de la chose était à couper le souffle, mais c'était aussi une preuve indéniable de sa tromperie. Pendant que je reconstruisais ma vie et préparais mon dossier, Marc gardait le silence. Mes appels et mes textos sont restés sans réponse pendant des jours, puis des semaines. La seule communication est venue par l'intermédiaire de Patricia, qui a reçu un bref courriel de Marc, indiquant que je pouvais prendre des dispositions pour récupérer plus de mes affaires pendant que lui et Jake étaient sortis de la maison samedi après-midi. 3 semaines se sont écoulées dans ces limbes. J'ai continué à aller travailler, expliquant ma situation à mon patron compréhensif, qui m'a accordé des heures flexibles pour rencontrer Patricia et remettre ma vie en ordre. La chambre d'amis de Sophia est devenue ma maison temporaire, son amitié une bouée de sauvetage dans la période la plus sombre de ma vie. Ma sœur Laurel s'est envolée de Portland pour me soutenir, sa présence me rappelant que j'avais encore une famille qui croyait en moi et qui me soutenait sans hésitation. Avec Laurel et Sophia me flanquant comme des centurions protecteurs, je suis retourné à la maison ce samedi pour ramasser plus de vêtements et d'objets personnels. Marcher dans la maison que j'avais embellie me semblait surréaliste. Des photos de notre mariage étaient encore accrochées au mur. Mes livres de cuisine bordaient toujours les étagères de la cuisine. Mon jardin, visible à travers les fenêtres, avec les rosiers que j'avais plantés commençant à fleurir. Pourtant, j'étais maintenant une intruse ici, à qui l'on accordait une fenêtre de 2 heures pour ramasser mes biens comme une voleuse à l'envers. Laurel m'a trouvé assise sur le bord de notre lit, une photo encadrée de Marc et moi de notre voyage d'anniversaire à Napa Valley dans mes mains. « Ce n'est pas la fin de ton histoire, Easter, a-t-elle dit doucement, s'asseyant à côté de moi. C'est juste la fin d'un chapitre, et le prochain sera tellement mieux parce que tu seras libéré des gens qui ne te méritent pas. » Ces mots ont résonné profondément,
plantant la graine d'une nouvelle perspective. Peut-être que cette douloureuse éviction de mon mariage n'était pas une tragédie, mais une opportunité, une chance de reconstruire une vie sans les constants sabotages et gaslighting que j'avais endurés. Alors que la barre des 3 semaines approchait, j'ai subi une transformation physique qui reflétait ma transformation interne. J'ai coupé mes longs cheveux en un carré élégant qui me faisait me sentir plus légère et plus moderne. Je me suis inscrite à un cours de kickboxing matinal, canalisant ma douleur et ma colère en force physique. J'ai acheté de nouveaux vêtements qui reflétaient qui je devenais plutôt que qui j'essayais d'être pour Marc et Jack. J'ai également commencé à renouer avec de vieux amis qui s'étaient progressivement éloignés pendant mon mariage. Avec le recul, je pouvais voir comment Marc m'avait subtilement isolé, ayant toujours des raisons pour lesquelles certaines amitiés étaient problématiques ou pourquoi nous devions nous concentrer sur le temps en famille plutôt que sur mes relations sociales. Une par une, j'ai contacté ces femmes, reconstruisant des ponts et élargissant mon réseau de soutien au-delà de Sophia et Laurel. Le jour exact du 3e anniversaire de la nuit où Marc m'avait chassé, mon téléphone a sonné avec son numéro. Je l'ai regardé pendant plusieurs sonneries, mon cœur battant la chamade avant de répondre d'un calme « Bonjour » qui démentait la tourmente à l'intérieur de moi. Easter, a dit Marc, sa voix portant un ton décontracté forcé. Je pense qu'il est temps que nous parlions de ce qui s'est passé, de notre mariage, de si tu as eu le temps de réfléchir à tes actions et si tu es prête à discuter de ton retour à la maison. L'audace de son hypothèse selon laquelle je supplierais de revenir après sa trahison m'a laissé momentanément sans voix. Quand j'ai retrouvé ma voix, elle était plus ferme que je ne l'avais prévu. Oui, je pense que nous devrions parler, ai-je convenu, gardant mon ton neutre comme Patricia l'avait conseillé. En personne, demain à 13h à la maison. J'ai nommé un restaurant haut de gamme du centre-ville, suffisamment public pour éviter une scène mais suffisamment privé pour une conversation sérieuse. Ça marche, a dit Marc, semblant soulagé que j'ai accepté si facilement. Je te verrai alors. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Patricia. Il veut que je revienne, ai-je expliqué. Il pense que je vais m'excuser. Parfait, a dit Patricia, et je pouvais entendre le sourire satisfait dans sa voix. Alors il ne verra pas ce qui arrive. Apporte les papiers demain. J'aurai tout préparé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, répétant mentalement ce que j'allais dire, comment j'allais rester calme face à l'homme qui avait brisé mon cœur et trahi ma confiance si complètement. Au matin, j'ai ressenti un étrange calme, une certitude que je faisais exactement ce qu'il fallait faire. Laurel m'a aidé à choisir ma tenue, une robe marine ajustée qui exprimait la confiance et le professionnalisme plutôt que d'essayer de raviver des sentiments romantiques. Alors qu'elle fermait la fermeture éclair, elle m'a serré les épaules. « Rappelle-toi qui tu es », a-t-elle dit fermement. « Pas qui il pense que tu es, qui tu es réellement. » Avec ces mots me fortifiant, j'ai ramassé l'enveloppe manie au bureau de Patricia et je me suis dirigé vers le restaurant, prête à clore un chapitre de ma vie et à commencer à en écrire un nouveau entièrement selon mes conditions. La maison était bondée avec la foule du déjeuner lorsque je suis arrivé 5 minutes avant notre rendez-vous. J'avais choisi ce restaurant délibérément, non seulement pour son cadre public, mais parce que c'était un endroit que j'aimais que Marc avait toujours trouvé prétentieux. Être ici était mon premier petit acte de reconquête de mes préférences après des années de compromis. J'ai demandé une table près du fond où le bruit des autres convives assurerait la confidentialité de notre conversation tout en restant suffisamment public pour décourager toute explosion. L'hôtesse m'a conduite à une table d'angle partiellement dissimulée par une cloison décorative, parfaite pour mes besoins. Marc est arrivé exactement à 1h, toujours ponctuel. Il m'a repéré et s'est approché, et j'ai eu un moment pour l'observer à mon insu. Il avait l'air fatigué, avec de nouvelles rides autour des yeux et un léger affaissement des épaules qui n'était pas là il y a 3 semaines. Une partie mesquine de moi était satisfaite de voir la preuve physique de son stress. « Easter », dit-il en se penchant comme pour embrasser ma joue avant de se raviser et de s'asseoir maladroitement sur le siège en face de moi. « Tu as l'air différente. »« Différente en bien ?»« Merci », répondis-je froidement, ne lui rendant pas le compliment. « Comment vas-tu ?»« Ces dernières semaines ont été difficiles », admit-il en faisant signe à un serveur. « Pour nous tous. » Nous avons commandé des boissons, Marc un scotch, malgré l'heure matinale, et moi une eau pétillante avec du citron vert. Lorsque le serveur est parti, Marc s'est penché en avant, son expression sérieuse. J'ai beaucoup réfléchi, Easter, à ce qui s'est passé, à notre mariage. La famille est importante, et je pense que nous devons d'essayer de surmonter ça. Ces mots étaient raisonnables, voire conciliants,
mais il révélait sa compréhension fondamentalement erronée de notre situation. Il voyait encore cela comme une séparation temporaire, une bosse sur la route que nous pourrions aplanir avec suffisamment d'efforts. J'ai aussi réfléchi, dis-je en prenant une gorgée de mon eau à son arrivée. À la loyauté et à la confiance. À ce qui fait qu'un mariage fonctionne. Marc acquiesça avec empressement. Exactement. Ce sont des moments difficiles avec un adolescent à la maison. Cela exige de la patience et de la compréhension de la part de chacun. Non, Marc, dis-je fermement. Ce qu'il faut, c'est de la confiance. Et tu m'as montré exactement à quel point tu me fais confiance en choisissant de croire les mensonges de Jake sans même les remettre en question. Son expression s'assombrit légèrement. Easter, j'ai vu le bleu de mes propres yeux. Que étais-je censé penser? Tu étais censé penser que ta femme depuis 7 ans, qui n'a jamais fait preuve d'une tendance violente de sa vie, pourrait dire la vérité, répondis-je, gardant ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. Tu étais censé considérer que ton fils de 17 ans, qui est de plus en plus hostile envers moi depuis des mois, pourrait mentir. C'est une accusation grave, dit Marc, reprenant ses mots d'il y a quelques semaines. Jake est mon fils, et j'étais ta femme, répondis-je, insistant sur le passé. Était, Marc? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à mon choix de mots. Tu veux dire? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe manie que Patricia avait préparée, en la plaçant sur la table entre nous. Je demande le divorce. Pendant un moment, Marc a simplement regardé l'enveloppe comme si elle pouvait disparaître s'il la regardait assez longtemps. Puis il a laissé échapper un rire bref et incrédule. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une réaction excessive à un malentendu. Un malentendu, répétai-je incrédule. Tu m'as jeté hors de ma maison à cause d'un mensonge. Tu as coupé la communication pendant 3 semaines. Tu as transféré de l'argent de notre compte joint sans en discuter. Ce n'est pas un malentendu, Marc. C'est une violation fondamentale de la confiance. Le téléphone de Marc a vibré sur la table. Le nom de Jake a clignoté sur l'écran, mais Marc l'a ignoré, se concentrant sur moi avec une inquiétude croissante. Easter, j'admets avoir réagi fortement ce soir-là. Mais tu dois comprendre, voir Jake bouleversé comme ça. Laisse-moi te montrer quelque chose, l'interrompis-je, en sortant mon téléphone et en ouvrant le dossier de preuves que j'avais compilé. Voici des images de surveillance de la maison des Johnson en face. L'horodatage indique que les amis de Jake sont partis à 18h15 ce soir-là. Mon appel à Sophia était à 18h23. Cela donne 8 minutes pour que je puisse soi-disant agresser Jake et pour qu'il t'appelle en larmes. J'ai fait glisser le téléphone vers Marc, qui a regardé les images avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Ça ne prouve rien, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Que dirais-tu de ça, continuai-je, en lui montrant la capture d'écran du message de Jake sur les réseaux sociaux. Ton fils se vante de m'avoir fait sortir du tableau. Cela ressemble-t-il au comportement d'une victime ou de quelqu'un qui a orchestré toute cette situation? Le visage de Marc pâlit en lisant le message. Ça pourrait être sorti de son contexte, dit-il faiblement. Et ça? J'ai sorti les déclarations de 2 amis de Jake qui étaient à la fête, attestant que j'avais simplement demandé à tout le monde de partir et que je n'avais pas touché Jake. Patricia les avait contactés directement, faisant appel à leur sens du bien et du mal. Le téléphone de Marc vibra à nouveau, plus insistamment cette fois. Jake appelait sans cesse. Marc le fit taire, son expression troublée à mesure que les preuves s'accumulaient. « Pourquoi me montres-tu tout ça ?» demanda-t-il finalement. « Parce que je veux que tu saches exactement ce que tu as jeté, dis-je calmement. Je veux que tu comprennes que ce divorce n'est pas une réaction émotionnelle, mais une décision mûrement réfléchie basée sur tes actions et la manipulation de ton fils. » Le comportement de Marc changea, le désespoir remplaçant sa confiance initiale. « Easter, s'il te plaît. On peut surmonter ça. Une thérapie de couple, des conseils familiaux, tout ce qu'il faut. Maintenant que je vois ces preuves. » Maintenant, l'interrompis-je. Pourquoi pas il y a 3 semaines? Marc, pourquoi n'as-tu pas demandé de preuves à ce moment-là, quand c'était vraiment important? Pourquoi as-tu automatiquement supposé le pire de moi? Il n'avait pas de réponse à cela, et nous le savions tous les deux. Les papiers du divorce décrivent mes conditions, continuai-je, en poussant l'enveloppe vers lui. J'ai documenté chaque contribution financière que j'ai apportée à notre maison, chaque amélioration, chaque meuble que j'ai acheté.
Patricia a calculé une juste répartition des biens qui tient compte des années que j'ai passées à faire de ta maison un foyer. Marc fixa l'enveloppe, ne faisant aucun geste pour la prendre. Tu as déjà un avocat. J'avais un avocat le lendemain où tu m'as jeté dehors, confirmai-je. Parce que contrairement à toi, je n'ai pas pris de décision qui change la vie dans le feu de l'action. Son téléphone vibra encore une fois, et cette fois Marc y jeta un coup d'œil avec une contrariété visible. Jake n'arrête pas d'appeler. Il n'appelle jamais autant de fois à moins que ce ne soit important. Peut-être qu'il sent que son plan s'effondre, suggérai-je, ou peut-être qu'il sait que tu es ici avec moi et qu'il s'inquiète de ce que je te raconte. Marc hésita, puis répondit au téléphone. Jake, je ne peux pas parler maintenant. Je suis au milieu de quelque chose d'important. Même de l'autre côté de la table, j'entendais la voix agitée de Jake. L'expression de Marc passa de l'agacement à l'alarme en écoutant. Calme-toi, dit-il. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a des preuves. Quel poste? Il me jeta un coup d'œil, la réalisation se faisant jour. Je serai bientôt à la maison. Ne fais rien d'autre. On en parlera quand j'arriverai. Il raccrocha, me regardant avec une nouvelle compréhension. Il est au courant, n'est-ce pas, des preuves que tu viens de me montrer. J'acquiesçai. Un de ses amis lui a probablement dit qu'ils avaient parlé à mon avocat. La vérité finit toujours par éclater, Marc. Marc avait l'air soudainement épuisé, le poids de la réalité se posant enfin sur ses épaules. J'ai fait une terrible erreur, admit-il doucement. Oui, tu en as fait une, approuvai-je sans esprit de vengeance. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Marc tendit la main vers la mienne à travers la table, mais je reculai légèrement. Easter, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Donne-nous une autre chance. Maintenant que je sais ce qui s'est réellement passé. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé ce soir-là, expliquai-je, ressentant un étrange calme malgré la conversation émotionnelle. Il s'agit de ce qui se passe depuis des mois. Il s'agit de toi qui choisis constamment Jake plutôt que moi, qui ignore mes inquiétudes, qui lui permet de me saper dans notre maison. Ce soir-là n'était que le point culminant d'un schéma qui aurait continué même si cet incident particulier ne s'était pas produit. Le téléphone de Marc vibra avec un SMS. Il y jeta un coup d'œil, et son visage se crispa. Jake dit que tu mens, que tu as fabriqué des preuves pour le piéger. Bien sûr que si, dis-je avec un sourire triste. Et il y a 3 semaines, tu l'aurais cru sans hésitation. Est-ce toujours le cas? La question plana entre nous, un test dont Marc sembla enfin comprendre l'importance. Après un long moment, il secoua la tête. Non, dit-il doucement. Je ne crois pas. Alors peut-être que tu commences à voir ce que j'essaie de te dire depuis le début. Marc avait l'air brisé, la réalisation de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu, s'enfonçant enfin. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-il. Maintenant, tu apportes ces papiers à ton avocat, dis-je, en repoussant l'enveloppe vers lui. Tu peux me combattre là-dessus et faire traîner les choses douloureusement pour nous deux, ou tu peux accepter les conditions raisonnables que j'ai proposées, et nous pouvons tous les deux aller de l'avant avec nos vies. Marc prit finalement l'enveloppe, ses mains n'étant pas tout à fait stables. Et nous? Y a-t-il une chance quelconque? Non, Marc, dis-je doucement, mais fermement. C'est fini à partir du moment où tu m'as dit de sortir de notre maison. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. Son téléphone vibra à nouveau. Plus de textos de Jake, de plus en plus frénétique. Marc fit taire complètement le téléphone, me regardant avec un regret sincère. Je dois aller régler ça avec lui. Je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai évité de voir. J'acquiesçai, comprenant que Marc faisait face à sa propre confrontation difficile. Bonne chance, dis-je sincèrement. Jake a besoin d'aide, Marc. D'une aide réelle, pas de complaisance. Alors que Marc se levait pour partir, il fit une pause, me regardant. Tu as l'air différente, plus forte. Je le suis, convenais-je. Il s'avère que le fait de voir sa vie détruite peut être éclairant. Je sais qui je suis maintenant et ce que je mérite. Après le départ de Marc, je suis resté à table, commandant un déjeuner et un verre de vin, célébrant ce moment de reprise de ma vie à ma manière, en toute tranquillité. La conversation s'était déroulée exactement comme Patricia et moi l'avions prévu, peut-être même mieux. J'avais gardé mon calme, présenté mes preuves efficacement et tenu bon sans m'énerver. Tout en sirotant mon vin,
je me demandais ce qui se passait chez Marc, imaginant la fureur de Jake lorsqu'il réaliserait que son récit soigneusement construit s'effondrait. Je ne ressentais aucune joie dans leur conflit, seulement une tristesse lointaine pour ce qui aurait pu être si Jake m'avait accepté et si Marc avait été le partenaire que je méritais. Mais cette tristesse était éclipsée par un sentiment croissant de libération. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions uniquement pour moi-même, sans tenir compte de leur impact sur un mari qui ne m'appréciait pas ou sur un beau-fils qui travaillait activement contre moi. Cette liberté était à la fois terrifiante et exaltante, une toile vierge sur laquelle je pouvais créer une nouvelle vie entièrement de ma conception. Au moment où j'ai fini mon repas, Marc avait appelé 3 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus urgents que j'ai choisi de ne pas écouter immédiatement. Quelle que soit la crise qui se déroulait dans sa maison, il n'était plus de ma responsabilité de la gérer. Cette prise de conscience à elle seule valait la peine d'être célébrée avec un deuxième verre de vin et le dessert au chocolat que j'avais toujours aimé mais que Marc avait toujours trouvé trop indulgent. Parfois, me disais-je en savourant chaque bouchée, la fin d'une histoire est tout simplement le début nécessaire d'une bien meilleure. 6 mois peuvent tout changer. Alors que je me tenais à la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant le coucher du soleil peindre la ligne d'horizon de la ville dans des tons roses et dorés, je reconnaissais à peine la femme que j'étais lorsque Marc m'avait dit pour la première fois de quitter notre maison. Mon nouvel endroit était plus petit que la maison que nous avions partagée, mais il était entièrement à moi, décoré exactement à mon goût sans faire de compromis pour les préférences de personne d'autre. Le salon présentait l'art abstrait audacieux que Marc avait toujours détesté. La cuisine avait les appareils haut de gamme que j'avais toujours voulu mais que Marc avait jugé inutiles. Chaque coin reflétait ma personnalité, mes choix, ma vie reconquise. Le divorce avait été prononcé 3 mois plus tôt avec étonnamment peu de conflits après notre confrontation initiale. Marc avait examiné les termes avec son avocat et avait accepté la plupart d'entre eux sans argumenter. Patricia avait été à la fois surprise et heureuse de sa coopération, bien que nous soupçonnions toutes les deux que cela découlait plus de la culpabilité que de la générosité. « Il sait qu'il a merdé », avait dit Patricia lors de notre dernière réunion, et il sait que te combattre ne ferait que le faire paraître pire aux yeux de tous, y compris les siens. Le règlement financier avait été juste, me permettant d'acheter cet appartement et d'avoir encore suffisamment d'économies pour me sentir en sécurité. J'ai reçu la moitié de la valeur des améliorations que j'avais apportées à la maison de Marc, une compensation pour les meubles que j'avais laissés derrière moi et une partie de nos investissements communs proportionnelle à mes contributions pendant notre mariage. Ce que le règlement ne pouvait pas compenser, c'était le prix émotionnel de la trahison, l'humiliation d'être jeté hors de ma maison, la douloureuse réalisation que 7 ans de mariage pouvaient être écartés si facilement. Cette guérison devait venir de l'intérieur, un processus plus lent et plus complexe que le processus juridique. Marc avait appelé à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi notre rencontre à la maison, laissant des messages vocaux qui sont passés de supplications désespérées de réconciliation à des reconnaissances sobres de son échec en tant que mari. Je les ai tous écoutés, mais je n'ai répondu à aucun, ayant besoin de l'espace et du temps nécessaires pour traiter mes sentiments sans son influence. Par des amis communs, j'ai appris ce qui s'était passé lorsque Marc était rentré à la maison ce jour-là. Jake, réalisant que son père avait vu les preuves, s'était lancé dans une tirade défensive qui avait rapidement dégénéré en une confession accidentelle. Dans sa colère, il en avait trop révélé, confirmant qu'il avait délibérément orchestré mon retrait de leur maison. La révélation avait forcé Marc à affronter des années de comportement permissif, de permettre à Jake de manipuler les situations à son avantage, de ne pas fixer de limites appropriées. Ce fut un réveil douloureux qui mena apparemment à plusieurs disputes intenses suivies d'un silence tendu entre le père et le fils. Le comportement de Jake aurait continué à dégénérer dans les mois qui ont suivi mon départ. Ses notes ont encore chuté. Il a été surpris en train de boire à l'école et finalement suspendu pour avoir intimidé un autre étudiant en ligne. L'image du fils parfait qu'il avait maintenu pour son père s'est complètement brisée, révélant l'adolescent troublé en dessous. Au travail, ma concentration et ma détermination m'ont valu une promotion au poste de directrice principale du marketing, un poste que je n'aurais peut-être jamais cherché pendant que j'étais marié à Marc. J'avais toujours subtilement diminué mes ambitions pour éviter de le faire de l'ombre, un autre compromis que je n'avais même pas reconnu jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire. Ma sœur, Laurel, voyant à quel point j'avais prospéré seule, a pris la décision de déménager pour se rapprocher de moi. Elle a accepté un emploi dans un hôpital local et a trouvé un appartement à seulement 10 minutes du mien. Avoir de la famille à proximité après des années d'isolement relatif était un cadeau dont je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais désespérément besoin. Sophia est restée mon amie fidèle, celle qui a été témoin de mon moment le plus bas et de mon retour le plus fort.
Nous avons établi une tradition de brunch du dimanche, nous rencontrant chaque semaine pour nous tenir au courant et nous soutenir mutuellement dans les défis de la vie. Grâce à elle, j'ai élargi mon cercle social, rencontrant de nouveaux amis qui me connaissaient uniquement comme j'étais maintenant, pas comme la femme de Marc ou la belle-mère de Jack. La thérapie est devenue une partie essentielle de mon parcours de guérison. La docteure Hélène Carter m'a aidé à reconnaître les schémas dans lesquels j'étais tombé pendant mon mariage, les façons dont j'avais progressivement abandonné des parties de moi-même pour garder la paix, pour être accepté, pour remplir un rôle qui n'a jamais été vraiment valorisé. Grâce à nos séances hebdomadaires, j'ai reconstruit mon estime de soi, apprenant à nouveau à faire confiance à mes perceptions après des années où elles ont été remises en question et rejetées. Le gaslighting laisse des cicatrices profondes, expliqua la docteure Carter lors d'une séance particulièrement éclairante. Quand quelqu'un vous fait constamment douter de votre réalité, cela érode votre confiance d'une manière qui affecte tous les aspects de votre vie. Reconstruire cette confiance demande du temps et des efforts conscients. J'ai déployé ces efforts chaque jour, remettant en question les pensées négatives quand elles se présentaient, pratiquant l'autocompassion quand de vieilles insécurités refaisaient surface, célébrant de petites victoires dans la reprise de mon identité. Lentement, la femme qui avait été systématiquement sapée, puis finalement rejetée, a commencé à disparaître, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage et de peu disposé à accepter moins que ce qu'elle méritait. 4 mois après la prononciation de notre divorce, j'ai croisé Marc dans un café du centre-ville. La rencontre a été inattendue et initialement maladroite, mais étrangement dépourvue de la charge émotionnelle que j'aurais pu anticiper. Il avait l'air diminué, en quelque sorte plus vieux et moins sûr de lui que l'homme qui avait autrefois été le centre de mon monde. « Easter, dit-il, avec une surprise sincère dans la voix. « Tu es magnifique. » « Merci, répondis-je, remarquant à quel point il était facile maintenant de lui parler sans que mon cœur ne s'emballe ou que mon estomac ne se noue. « Comment vas-tu ? » « Je me débrouille, dit-il avec un sourire las. Jack est en thérapie maintenant. C'était plus que nécessaire. J'acquiesçai, pas surprise par cette évolution. C'est bon à entendre, pour vous deux. Il a fallu des incidents graves pour en arriver là, admit Marc, avec une nouvelle humilité dans le ton. Des choses que j'aurais dû aborder il y a des années. Nous avons bavardé pendant quelques minutes, la conversation étant remarquablement civile compte tenu de notre histoire. Alors que nous nous apprêtions à nous séparer, Marc hésita, puis parla avec une honnêteté brute. « J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie ce soir-là, dit-il doucement. Je sais que dire désolé ne change rien, mais je suis vraiment désolé. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû voir ce qui se passait. » J'ai considéré ces mots, appréciant les excuses tout en reconnaissant que cela ne changeait rien à ma voix actuelle. « Merci d'avoir dit ça, Marc. J'espère que vous et Jack trouverez la guérison. »« Es-tu heureuse ?» demanda-t-il, une question qui aurait pu autrefois ressembler à une intrusion, mais qui semblait maintenant simplement curieuse. « Je le suis, répondis-je sincèrement. Pas malgré ce qui s'est passé, mais d'une certaine manière à cause de cela. Je me suis retrouvé. En m'éloignant de cette rencontre fortuite, j'ai ressenti un sentiment de clôture inattendu. La reconnaissance par Marc de son erreur, bien qu'inutile pour ma guérison, a fourni un point final à notre histoire. Le chapitre était vraiment terminé, me permettant maintenant de me concentrer complètement sur le nouveau récit que je créais. Ce récit incluait une nouvelle relation hésitante avec quelqu'un qui valorisait la communication et le respect par-dessus tout. Daniel avait été un client par l'intermédiaire de ma firme de marketing, suffisamment impressionné par mon travail pour m'inviter à prendre un café une fois notre projet professionnel terminé. Notre connexion s'était développée lentement et prudemment, tous les deux tirant des leçons de relations passées qui nous rendaient attentifs à la construction de quelque chose de sain dès le départ. « Ce que j'admire le plus chez toi, me dit Daniel un soir alors que nous marchions le long du bord de la rivière, c'est ta résilience. Tu as pris quelque chose qui aurait pu te détruire et tu en as fait un catalyseur de croissance. Cela demande une force incroyable. » Ces mots m'ont profondément touché, reconnaissant le parcours que j'avais entrepris d'une manière que peu d'autres pouvaient. Daniel me voyait non pas comme une victime de trahison, mais comme une survivante qui avait repris sa vie, une perspective qui s'alignait parfaitement avec la façon dont j'en étais venu à me voir. Quant à Jack, j'ai entendu dire par des relations communes qu'après sa suspension de l'école et plusieurs autres incidents, il avait finalement commencé à prendre la thérapie au sérieux. La façade du fils parfait s'était complètement effondrée, lui permettant d'affronter ses propres démons, y compris des problèmes non résolus du divorce de ses parents des années plus tôt. D'une manière étrange,
peut-être que notre implosion familiale douloureuse avait été nécessaire pour qu'il obtienne enfin l'aide dont il avait besoin. Je n'ai ressenti aucune justification dans les luttes de Jack, seulement un espoir lointain qu'il trouverait le moyen de devenir une meilleure personne que celle qui m'avait si méthodiquement poussé hors de sa vie. Le pardon était un processus complexe, sur lequel je travaillais non pas pour son bénéfice, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Je n'avais aucun intérêt pour la réconciliation, mais je libérais progressivement la colère qui avait autrefois menacé de me consumer. 6 mois après avoir quitté la maison de Marc avec seulement une valise emballée à la hâte, j'ai organisé une pendaison de crémaillère dans mon nouvel appartement. Entouré de Laurel, Sophia, de collègues devenus amis et de nouvelles connaissances qui devenaient rapidement des éléments importants de ma vie, j'ai ressenti un sentiment de contentement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Au nouveau départ, porta Laurel, levant son verre alors que tout le monde se rassemblait dans mon salon, et à ma sœur incroyable qui nous a tous montré ce que signifie renaître de ses cendres. Alors que les verres tintaient et que la conversation se déroulait autour de moi, j'ai réfléchi à l'étrange chemin qui m'avait mené ici. La trahison qui avait semblé être la fin de mon monde avait en fait été le début d'une vie plus vraie et plus authentique. En perdant ce que je pensais avoir besoin, j'avais trouvé ce que je méritais vraiment, le respect de soi, des liens authentiques et la liberté d'être pleinement moi-même sans excuse ni compromis. La vie suit rarement le chemin que nous attendons. Parfois, les détours les plus douloureux mènent aux destinations les plus belles. J'avais appris que la confiance doit être gagnée continuellement, pas donnée aveuglément. J'avais découvert que la famille est définie par la loyauté et l'amour, pas par des liens juridiques ou des adresses partagées. Plus important encore, j'avais réalisé que ma valeur n'a jamais dépendu de la capacité de quelqu'un d'autre à l'avoir. Alors que la soirée touchait à sa fin et que je disais au revoir à mes invités, Daniel s'attarda, m'aidant à ramasser les verres vides et à réorganiser les meubles. Le confort domestique du moment me frappa comme si différent du sentiment de marcher sur des œufs qui avait caractérisé mes derniers mois avec Marc. Merci de partager ce nouveau départ avec moi, dit-il en me serrant dans une douce étreinte. Dans ses bras, j'ai senti les dernières pièces de ma guérison se mettre en place. Je n'avais pas seulement survécu à la trahison. J'avais été transformé à cause de cela. La femme qui avait été expulsée à cause de mensonges était devenue quelqu'un de plus fort, de plus sage et infiniment plus authentique qu'elle n'aurait jamais pu l'être si elle était restée. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale, j'espère que mon histoire vous donnera de l'espoir. La fin d'un chapitre n'est que le début d'un autre, et vous pouvez l'écrire exactement comme vous le choisissez. Avez-vous déjà dû reconstruire complètement votre vie après une trahison? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a plu, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il y a de la vie et du bonheur après la trahison. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, votre valeur n'est jamais déterminée par la façon dont les autres vous traitent, seulement par la façon dont vous choisissez de vous relever ensuite.